Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette présentation sur les troubles sexuels et l'infertilité et les liens complexes qu'il peut y avoir entre ces deux problématiques. Comme vous le savez, du côté animal, il n'y a pas de lien entre le coït et la gestation induite. Il y a un très faible investissement de la paternité. Et chez l'homme, dans l'espèce humaine, cette notion est relativement récente, peut-être 50 000, 100 000 ans, où l'homme a compris qu'il y avait un lien entre le coït, la gestation et le petit qui allait en naître, et ça a créé des modèles de société patriarcale dans notre société. Le XXIe siècle, à la deuxième partie du XXIe siècle, a été vraiment le témoin de grands changements dans l'humanité entre la sexualité et la reproduction. Et grâce à la création de la contraception, de son autorisation et du contrôle des naissances, on a pu avoir des rapports sexuels à visée récréative pour passer du bon temps, délivrer du spectre des grossesses non désirées. Et ça a vraiment été révolutionnaire dans l'espèce humaine. C'est globalement plutôt bien vécu. La deuxième révolution, qui a permis à des couples infertiles d'avoir des enfants, a permis donc une procréation sans rapport sexuel. Donc la naissance de Louise Brown, d'Amandine, a montré qu'on pouvait avoir des enfants, mais le spermatozoïde et l'ovule se sont rencontrés hors du corps humain et il n'y a pas eu de rapport sexuel. On va même plus loin puisqu'on peut même aujourd'hui être capable d'avoir des enfants sans même qu'il y ait eu d'orgasme chez l'homme, sans même qu'il y ait eu d'éjaculation, puisque avec des ponctions différentielles, des biopsies testiculaires. Et donc cette deuxième révolution qui permet d'avoir des enfants sans rapport sexuel, elle est peut-être un petit peu moins bien vécue. Chez l'homme, la capacité de reproduction est intimement liée au cycle qu'a décrit Master et Johnson avec le désir, puis l'excitation, puis le plaisir avec la phase de plateau, l'orgasme qui va permettre l'émission des spermatozoïdes, des gamètes. Et ça, c'est quasi obligatoire dans une physiologie classique du rapport sexuel. Du côté féminin, la capacité de reproduction n'est pas liée au cycle décrit par Master et Johnson, puisque des femmes ont pu être enceintes sans avoir eu d'orgasme, sans avoir eu de plaisir, sans même avoir eu d'excitation, ni même de désir. Alors, est-ce que l'orgasme féminin améliore la fertilité? C'est une question qui a pu être posée, et de ce qu'on peut retrouver comme début de réponse, non. Globalement, les femmes peuvent avoir des enfants sans avoir eu d'orgasme, et l'orgasme a un impact minime, voire nul. L'ocytocine et la contractilité utérine sur la fertilité, ça n'améliore pas le transport du sperme, ça n'améliore pas la redescente de l'embryon, donc non, c'est pas directement lié. Aujourd'hui, 10 à 15% des couples consultent pour infertilité, et comme vous pouvez le voir, 7 à 10% des infertilités sont d'origine inexpliquée. Est-ce que dans ces infertilités à bilan strictement normal, il n'y aurait pas une part de dysfonction sexuelle, des couples qui ont des problématiques sexuelles qu'il faut aller chercher en fait? Il va falloir aller leur poser des questions parce que tout le bilan masculin-féminin est normal, et est-ce que il y a quelque chose qu'on ne voit pas, ou est-ce qu'il y a des rapports sexuels qui ne sont pas présents ou pas efficients? Globalement, le couple infertile, c'est un couple qui est fragilisé de la frustration, de l'attente, d'une grossesse qui ne vient pas, et qui, globalement, est plutôt déçu de devoir venir consulter en AMP et de ne pas avoir réussi à faire son bébé sous la couette. C'est également un couple potentiellement fragilisable de par la consultation en assistance médicale à la procréation, avec l'annonce, la responsabilité de l'infertilité et les tentatives qui vont parfois être couronnées de succès, mais aussi bien souvent couronnées d'échecs. Et donc ça va fragiliser ce couple sur sa qualité de vie et sur sa sexualité. Donc, je vais vous parler de deux problématiques. Tout d'abord, c'est quand le trouble sexuel est responsable de l'infertilité. Et puis, dans une deuxième partie, quand l'infertilité et sa prise en charge induisent le trouble sexuel. Donc, quand on reçoit un couple pour un bilan d'infertilité, on va s'intéresser à l'homme, à la femme, et puis on va s'intéresser au couple et notamment à sa sexualité. Et donc, il va falloir leur poser des questions sur savoir s'ils ont des rapports sexuels et si ces rapports sexuels sont efficients. Amélie Gauquelin a fait son mémoire du DU de sexologie sur ça en envoyant un questionnaire, et 120 médecins spécialisés en AMP ont accepté de répondre, et déjà 15% d'entre eux témoignent de ne pas poser de questions là-dessus, de très peu interroger les couples. Les motifs avancés, c'est le peu d'intérêt, le peu de temps et parfois le manque de connaissances.
Les questions, quand elles sont posées par les médecins, vont parler principalement de la fréquence des rapports sexuels, mais seulement un quart vont un petit peu plus loin pour parler réellement de est-ce que ce sont des rapports sexuels avec pénétration et est-ce qu'il y a bien éjaculation intravaginale. Pour qu'il puisse y avoir une grossesse, il faut qu'il y ait suffisamment de rapports sexuels pour qu'ils puissent tomber en période propice d'ovulation et que ce soit des rapports sexuels efficients avec une éjaculation intravaginale. Et donc, il se pourrait qu'il y ait des difficultés sexuelles qui induisent une infertilité, et qu'Hernes a évalué que 2,8% des couples qui consultaient dans un centre d'AMP avaient en réalité une difficulté sexuelle responsable de leur infertilité. Alors, il va y avoir des problèmes de couple, des couples qui sont asexuels ou qui ont des conjugopathies, et ça va influer sur la fréquence de leur rapport sexuel. Du côté masculin, on peut avoir des dysfonctions érectiles, on peut avoir une éjaculation très rapide, antéportace, avant même la pénétration, ou une anéjaculation percoïtale. Et du côté féminin, on peut avoir du vaginisme ou des dyspareunies. Je vais revenir en détail sur chacune de ces problématiques. Les objectifs de la prise en charge de ce couple qui a une dysfonction sexuelle et qui en même temps est infertile, ça va être d'obtenir une grossesse et un enfant, si possible d'améliorer la sexualité du couple, pour qu'il puisse avoir cette grossesse et cet enfant seul, sous la couette, et améliorer la qualité de vie du couple. La grossesse, l'enfant et une sexualité peut-être plus épanouie si elle est en difficulté, permettront d'améliorer cette qualité de vie. Les éléments qu'il va falloir prendre en compte dans la stratégie de prise en charge, ça va être la détresse du couple. Est-ce que leur difficulté sexuelle est un problème pour eux ? L'intérêt de l'enfant à naître, l'âge de la femme, puisqu'on n'a pas forcément le même délai à proposer si la femme est jeune ou si elle est âgée, et puis la capacité au changement de ce couple, est-ce qu'on a réellement une chance d'améliorer leur sexualité pour qu'elle puisse devenir efficiente ou pas. Pour certains couples, c'est vraiment la double peine, puisque ça fait déjà quelque temps qu'ils traînent une difficulté sexuelle, et quand il y a un projet d'enfant qui ne vient pas, pour eux, c'est une double sanction. La prise en charge, elle va être multidisciplinaire. On va s'appuyer sur le psychologue, le sexologue, le médecin d'AMP. On va pouvoir prodiguer à ce couple des conseils sexologiques avec de l'information, de l'éducation sexuelle, du recadrage, des thérapies de couple quand il y en aura besoin, des sexothérapies, des aménagements maison, et parfois, on sera peut-être même amené à aller jusqu'à l'assistance médicale à la procréation. Alors, dans les possibilités de prise en charge, je vous ai parlé des aménagements maison. Les aménagements maison, c'est efficace. Et puis sur Internet, il y a des blogs qui vont parler en fait de ces auto-inséminations, de l'insémination artisanale pour différentes pathologies ou différentes problématiques, l'homosexualité, le vaginisme, l'homoparentalité. Et il y a même un débat pour savoir qu'est-ce qui est mieux. Est-ce que c'est la seringue ? Est-ce que c'est la pipette ? Est-ce que c'est la dosette ? J'ai pas d'avis personnel sur la question. Alors l'absence de rapport sexuel. Un couple asexuel, ça représente en fait 1% de la population. C'est des couples qui n'ont aucun intérêt pour les rapports sexuels. Ils ont une complicité ou autre, ils sont proches, mais ils n'ont aucun intérêt. Ils sont équilibrés, épanouis, ils veulent des enfants, mais ça fait des mois, voire des années qu'ils n'ont pas eu de rapport, et vraiment, ça ne les intéresse pas. À l'opposé, il n'y a pas de rapport sexuel non plus chez un couple qui a une conjugopathie, chez qui c'est la guerre, chez qui il y a vraiment une problématique quotidienne avec des conflits. Ça peut être des mariages arrangés, ça peut être... voilà, mais il n'y a plus aucune intimité, limite ils font chambre à part, et ils vont peut-être même aller chercher un tampon pour rentrer dans une norme sociale, l'image de la famille, c'est important qu'il y ait des enfants, ou peut-être un enfant qui pourrait être... la solution à leurs problèmes, c'est rarement le cas, mais voilà leur problématique. Donc ce qui va être important, c'est d'évaluer psychologiquement ce couple, savoir de quel côté on se trouve, pourquoi il n'y a pas de rapport sexuel, et puis on va pouvoir leur proposer une sexothérapie ou une thérapie de couple en fonction de ce qui est, pour essayer d'améliorer la situation, essayer d'optimiser un petit peu les choses pour les aider à avoir une grossesse. Alors l'absence ou la faible fréquence de rapports sexuels a une double problématique. Bien sûr, quand il y a peu de rapports sexuels, il y a une faible probabilité que le spermatozoïde rencontre l'ovocyte, et puis il y a aussi une altération de la qualité spermatique. Ça a été montré que si l'abstinence dépasse 10 jours, on a une dégradation des différents paramètres spermatiques dus à l'apoptose des spermatozoïdes et des radicaux libres qui vont pouvoir libérer. Donc l'abstinence peut nuire aux spermatozoïdes et réduire la fertilité.
Donc, encore une fois, l'évaluation psychologique du couple et une information sur l'utilité des éjaculations régulières et la physiologie de la reproduction en optimisant éventuellement les rapports sexuels dans la période sensible. Il y a des rapports sexuels qui sont non efficients, c'est un petit peu des histoires de chasse dont on a tous entendu parler, suite à des fausses croyances, des défauts d'éducation, des pratiques sexuelles non reproductibles. Donc encore une fois, va falloir parler au couple, faire le point avec eux sur comment se passe leur rapport sexuel et optimiser les choses de manière à ce que le rapport sexuel puisse être fécondant, parce que dans le nombril, ça marche moins bien. Du côté masculin, l'éjaculation rapide, antéportasse. 20% des hommes éjaculent en moins d'1 minute, 30% des hommes éjaculent en moins de 2 minutes, mais tant qu'ils éjaculent dans le vagin, c'est pas le problème. 9% des éjaculateurs rapides sont antéportasses, c'est-à-dire que l'éjaculation survient avant toute pénétration vaginale. Et donc ça va poser de problème. Donc encore une fois, après une évaluation psychologique, sexologique du couple, on va leur proposer une sexothérapie peut-être pour essayer d'améliorer la durée éjaculatoire de l'homme pour qu'il puisse se maîtriser et aller jusqu'à la pénétration. On peut leur proposer des aménagements maison, récupérer le sperme et l'inséminer dans le vagin, et puis peut-être se poser la question d'une AMP dans un certain nombre de cas. C'est pas forcément la solution. Autre problème masculin, les troubles de l'érection. 8% des hommes jeunes à 20 ans, et puis 50-60% des hommes aux alentours de 50 ans vont avoir une dysfonction érectile. Cette dysfonction érectile est variable, mais parfois elle ne permet pas la pénétration. Donc encore une fois, il va falloir voir le couple, faire le point avec eux et leur proposer une sexothérapie, éventuellement pour essayer d'améliorer la qualité de l'érection chez monsieur, éventuellement des traitements avec des IPDE5 pour faciliter l'érection, pour qu'il puisse avoir des rapports sexuels satisfaisants et fécondants. On pourra discuter des aménagements maison, s'il est capable d'éjaculer par masturbation sur une verge non en érection, ou alors de l'orienter vers une AMP. Et puis il y a l'éjaculation percoïtale. C'est des hommes qui sont incapables d'éjaculer en intravaginal dans un rapport sexuel. La prévalence est assez mal évaluée, en tout cas l'origine est clairement psychologique. Il faut s'interroger si cette anéjaculation est survenue au moment du désir de la grossesse. Lorsque la femme dit à son conjoint « tiens, si on faisait un bébé », et que là, brutalement, alors qu'il n'y avait pas de problème, monsieur devient anéjaculateur percoïtal, il faut se poser la question du réel désir de grossesse de cet homme. Donc après l'évaluation du couple, on leur proposera encore une fois les mêmes axes de prise en charge, l'aménagement maison, la sexothérapie ou la MP. Du côté féminin, on a le vaginisme. Le vaginisme, c'est des contractions involontaires des muscles du plancher pelvien qui rendent impossible la pénétration. Ça concernerait 1% des femmes et la cause est 100% psychologique. Après l'évaluation psychologique du couple, on va pouvoir prendre en charge la patiente. C'est une bonne chose de s'occuper d'elle, puisque l'amélioration, la guérison de son vaginisme vont permettre éventuellement la reprise des rapports sexuels, éventuellement le suivi plus facile d'une grossesse derrière, et aider à une éventuelle AMP. Donc c'est quelque chose qui va être synergique. Il y a des femmes qui sont vaginiques, chez qui c'est possible de faire des aménagements maison avec des auto-inséminations à la seringue. Globalement, les patientes vaginiques que j'ai eu l'occasion de voir et qui avaient un désir de grossesse avaient une très grosse motivation au changement, et on arrivait vraiment à les améliorer très 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 rapidement, parce qu'il y avait ce moteur de dire on veut faire un bébé. Les dyspareunies, c'est des douleurs lors des rapports sexuels. 18% des femmes se plaindraient de douleurs durant les rapports sexuels. Il va falloir différencier les dyspareunies superficielles et les dyspareunies profondes. Sur les dyspareunies profondes, il y a principalement des maladies d'organes. Et puis, dans l'association douleurs pelviennes, dyspareuniques et infertilité, attention à l'endométriose, les kystes ovariens, les hydrosalpinx qui ont un impact direct sur la fertilité. Et donc, il va falloir faire un bilan, parce que ce bilan d'imagerie va pouvoir aller vers une prise en charge spécifique qui va viser à améliorer les douleurs, améliorer les rapports sexuels, peut-être même permettre une fertilité spontanée, et puis optimiser éventuellement l'AMP par la suite. Voilà donc la première partie sur quand les troubles sexuels sont responsables d'une infertilité, et la deuxième partie, c'est quand l'infertilité et sa prise en charge induisent un trouble sexuel de novo.
Donc le couple s'est rencontré, il a fait couple, il a une sexualité récréative, et puis à un moment ils décident de faire un enfant, donc ils arrêtent les moyens de contraception, et ils ont une sexualité qui change, qui devient plus reproductive. Encore une fois, le but maintenant, c'est plus de s'amuser, c'est de faire un bébé. Donc ils vont optimiser un petit peu la fenêtre des rapports sexuels et les pratiques sexuelles, et puis il y a de l'attente de l'espoir qui est déçu. Il y a une désillusion parce que les mois s'enchaînent, les règles reviennent, et il n'y a pas de grossesse qui apparaît. Donc ils viennent consulter un médecin en AMP qui fait un bilan et puis qui va leur faire une annonce diagnostique. Il y a une problématique chez monsieur, chez madame, où on n'a pas trouvé de problématique, mais il va y avoir une annonce diagnostique qui va peser lourd et il va proposer par la suite une prise en charge. Tout ça va avoir un impact direct sur la sexualité récréative si elle existait encore, voire même sur la sexualité reproductive du couple, puisque si les médecins s'en occupent, nous on n'a plus à faire. Donc j'ai commencé à travailler sur cette problématique de l'infertilité et des troubles sexuels en 2013, et puis je suis content de m'y remettre aujourd'hui, et il y a une revue de littérature récente de 2019 qui a actualisé un petit peu les données, mais au final, les choses n'ont pas tellement changé. Globalement, le couple infertile a des troubles de la sexualité, elle est globalement moins satisfaisante. Le couple infertile a plus de dysfonctions sexuelles, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, et le couple infertile a une satisfaction dans sa sexualité qui est moindre que les couples qui n'ont pas de problème de fertilité. Donc l'annonce de l'infertilité va déstabiliser le couple. Va y avoir du stress, de la dépression, une altération des qualités de vie et des troubles sexuels. L'attribution de la responsabilité n'est pas sans conséquence, il va y avoir une blessure narcissique chez la personne qui est responsable de ça, donc attention dans les mots qui vont être employés. Et la découverte de l'infertilité chez le partenaire n'est pas sans conséquence, et les femmes culpabilisent globalement plus que les hommes. Du côté masculin, l'altération de la fonction des spermatozoïdes, de la fonction spermatique, est entendue par l'homme comme un défaut de virilité. Il y a une confusion entre infertilité et impuissance. Et globalement, ce qui ressort, c'est que dans un couple infertile, chez l'homme, on a plus de dysfonction érectile modérée ou sévère, on a plus d'éjaculation rapide, on a plus de dépression modérée ou sévère, on a une diminution de l'estime de soi et de la satisfaction globale du couple, et on a une surestimation de la frustration et de l'insatisfaction de la partenaire. Du côté féminin, l'absence de grossesse se traduit pour la femme d'un défaut de féminité. Donc encore une fois, il y a une confusion entre la capacité de maternité et le statut social. L'insuffisance ovarienne prématurée est souvent entendue comme une ménopause et un début de vieillissement. L'obstruction tubaire bilatérale, quand elle est associée en plus à une notion d'infection génitale haute, fait ressortir un sentiment de culpabilité à la femme. Dans le couple infertile, la femme, quand elle est responsable de l'infertilité, a souvent un syndrome dépressif. Il y a une nette diminution de la qualité de vie et ça peut aller vers un désintérêt de la sexualité. À quoi bon avoir des rapports sexuels puisque je ne suis pas capable d'avoir des enfants? Alors quand on va commencer à prendre le couple en charge, il va consulter, et l'intrusion d'une tierce personne dans l'intimité du couple et dans le projet de naissance n'est pas sans conséquence, et parfois il y a des jeux de transfert, de contre-transfert qui se mettent en place, et il y a des réactions qui sont surprenantes dans la relation intraconjugale et dans la sexualité. Il faut en avoir conscience. Les rapports sexuels programmés, une des bases de l'AMP, de monitorer l'ovulation, de déclencher au moment voulu quand le follicule est mature, et d'inviter le couple à avoir des rapports sexuels, ça peut être mal vécu, puisque là on a une recherche de technicité, une recherche d'efficacité à un moment donné, ça désérotise le rapport, il y a un stress de performance, et globalement on a une baisse de la satisfaction, et on peut induire chez l'homme des troubles de l'érection, voire une anéjaculation percoïtale. Il n'y arrive pas. La prise en charge de la fécondation in vitro, l'hyperstimulation ovarienne contrôlée, avec les blocages qu'on va pouvoir induire avec les antagonistes, vont avoir des effets secondaires, bouffées de chaleur, céphalées, troubles de lumière, sécheresse vaginale, qui va gêner bien sûr la femme dans son bien-être et dans sa féminité, et qui va se traduire aussi par une baisse du désir et une baisse de la réponse sexuelle. Toujours l'hyperstimulation ovarienne contrôlée va induire des ovaires gros, multifolliculaires, lourds, qui vont entraîner une gêne, des tensions, des pesanteurs pelviennes, et ça peut être responsable de dyspareunie. La ponction ovarienne, il y a
une angoisse, il y a une gêne par rapport à ça, de l'anesthésie générale, de la ponction en elle-même et du résultat. Combien on va récupérer d'ovocytes. Donc c'est un stress et encore une fois, ça détériore le climat propice à la sexualité. Le soutien de la phase lutéale après la ponction, les ovules de progestérone, 2, 3, 4 par jour dans le vagin, ça entraîne des pertes, des débris, et puis il y a une gêne pour la patiente, pour le partenaire. Donc encore une fois, tout ça, c'est pas très propice au bien-être sexuel. Concernant le transfert embryonnaire, il y a une fausse croyance qui dit que les rapports sexuels suite au transfert d'embryon peut entraîner moins d'implantation. Donc il y a encore certains médecins qui prônent l'abstinence sexuelle en post-transfert. Il y a une étude qui a été réalisée qui montre qu'il y a plutôt un effet positif de la présence de sperme qui est supérieur à l'effet délétère des contractions utérines. Donc c'est le papier de Tremlen. Voilà, donc globalement, il n'y a pas d'impact d'avoir des rapports sexuels en post-transfert. Le couple peut faire ce qu'il veut comme il veut. Chez les hommes à zoosperme, l'absence de sperme dans l'éjaculat qui va entraîner une prise en charge chirurgicale avec des biopsies testiculaires. Dans les suites, on a souvent une altération de la qualité des érections et encore plus si le résultat du prélèvement est négatif. Et bien, une fois qu'on a pris le couple en charge en AMP et qu'il y a des grossesses, et les conclusions sont divergentes sur le devenir sexuel des couples. Pour certains, le climat a été détérioré et la grossesse n'améliore pas la situation après. Pour d'autres, on retrouve une satisfaction meilleure une fois que la grossesse a été obtenue. Et puis, il faut quand même retenir que les couples qui sont en échec après une AMP, bien souvent, il y a un climat de dépression qui est chez au moins un des deux membres du couple et qui va avoir un impact sur sa sexualité. Autre écueil, les difficultés induites par les besoins de l'AMP. Le recueil de sperme. Pour certains hommes, on va leur demander donc un délai d'abstinence de 2 à 5 jours, et ça peut être problématique pour faire le spermogramme, les spermocultures, ou les techniques d'AMP, l'insémination ou la FIV, cette abstinence peut être problématique pour les hommes. Ou alors même le recueil par lui-même, par masturbation, peut être problématique. Il y a des hommes qui ne se sont jamais masturbés. S'ils ont une inexpérience là-dessus, ils ont une pratique honteuse, et pour eux, c'est pas possible. Religieusement, c'est pas possible, ils n'ont pas l'expérience, ils ne savent pas faire. La salle de prélèvement est parfois pas très adaptée, et puis encore une fois, il y a l'enjeu du résultat du spermogramme, donc une problématique chez ces hommes. On peut proposer à certains une autocongélation de sperme pour être sûr, le jour J, d'avoir des spermatozoïdes si on se retrouve en échec de recueil. Il y a une étude qui a montré que plus le délai était long pour obtenir le recueil spermatique, plus la qualité de sperme était altérée, et les auteurs pensent à l'effet négatif global du stress, mais en fait c'est plus le terrain, c'est la personne en elle-même qui est stressée. Donc pour conclure, l'infertilité due à un trouble sexuel, c'est rare, mais peut-être pas si rare que ça. En tout cas, c'est insuffisamment questionné par les praticiens. Et la prise en charge peut faire débat au sein des équipes, donc il va falloir staffer le dossier et en discuter. Les éléments utiles pour la stratégie, ça va être l'âge de la femme. Encore une fois, on n'a pas le même délai en fonction de l'âge de la femme, la détresse du couple et ses capacités au changement. Est-ce que la prise en charge en sexothérapie va pouvoir amener à quelque chose de réellement efficient. L'impact de l'annonce de l'infertilité sur la sexualité, le couple est potentiellement fragilisé, et donc l'annonce de l'infertilité, la responsabilité de l'infertilité, va altérer la qualité de vie, la qualité de la relation et la vie sexuelle du couple. Donc attention à la confusion infertilité masculine et impuissance, attention à la capacité de maternité et le statut social, et donc attention dans l'annonce et le choix des mots qui peut être responsable d'une blessure narcissique. L'impact des traitements sur la sexualité, donc les rapports sexuels programmés désérotisent le rapport, et la femme a un rapport mais elle n'a absolument pas de désir, elle veut être fécondée, et l'homme se sent dans une obligation de performance, il n'est pas là pour avoir du plaisir ou donner du plaisir à sa partenaire, il est là pour déposer le maximum de spermatozoïdes pour faire un bébé. La fécondation in vitro, par ces traitements, par l'hyperstimulation ovarienne, par l'inquiétude, la peur et tout ce qui s'ensuit, peut perturber la sexualité.
Les besoins de recueil de sperme par masturbation peut être une réelle difficulté pour certains patients. Le lieu n'est pas toujours propice, il peut y avoir du stress, c'est une pratique honteuse où il y a de l'inexpérience et il faut savoir en tenir compte. Et donc le praticien qui voit ces couples en AMP se doit de connaître l'existence et la possibilité de ces troubles sexuels. Il doit être à l'aise pour en parler, il doit être à l'écoute du couple, il doit les informer et les conseiller, il peut même anticiper la problématique, leur proposer une prise en charge spécifique quand il y a besoin et orienter vers un confrère, d'où l'importance de travailler en réseau et d'avoir un sexologue en lien avec les services d'AMP. Je vous remercie de votre attention et puis si besoin on peut en discuter. À bientôt.